Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui, Trouver un donneur de rein vivant. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques points afin que vous sachiez comment participer à la rencontre d'aujourd'hui. Vous vous êtes joint à la présentation par le système de haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez participer par téléphone, sélectionnez la flèche située à côté de l'icône du micro, Mute Unmute, en bas de votre écran, dans la barre d'outils Zoom. Sélectionnez Switch to Phone Audio, passez à un appel audio, puis sélectionnez l'appel téléphonique et suivez l'invite pour composer le numéro. Par défaut, tous les participants entrent dans le webinaire avec le son coupé. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et vous recevrez un courriel de suivi dans les 5 à 7 jours avec un lien pour le visionnement sur demande. Nous offrons ce webinaire dans les 2 langues en utilisant la traduction simultanée. Si vous souhaitez entendre la présentation en français, choisissez français comme langue de préférence dans l'icône d'interprétation de la barre d'outils Zoom. Pour ceux d'entre vous qui participent à la réunion sur leur ordinateur, vous aurez la possibilité de soumettre des questions textuelles au présentateur en les tapant dans le volet QR qui se trouve dans la barre d'outils Zoom. Veuillez éviter d'utiliser la boîte de discussion pour soumettre vos questions. Nous pouvons les suivre plus efficacement lorsqu'elles sont toutes soumises dans le volet de questions. Vous pouvez envoyer vos questions dans l'une ou l'autre langue à tout moment pendant la présentation et nous le recueillerons et y répondrons pendant la session questions-réponses à la fin de la présentation. Afin de protéger votre vie privée, lorsque vous posez une question, veuillez ne pas utiliser votre nom ou fournir d'autres informations d'identification personnelle. Pour ceux d'entre vous qui ont soumis des questions à l'avance, veuillez noter qu'en raison du grand nombre de questions soumises, il se peut que nous ne puissions pas répondre directement à la question exacte. J'aimerais maintenant vous présenter notre modératrice pour ce webinaire, Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation Durand. Merci, Janice, et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, la Fondation Durand aimerait remercier nos commanditaires de la série webinaire 2021, Alexion, AstraZeneca, Horizon, Janssen, Otsuka et Paladin. Les dons d'organes sauvent des vies et restaurent la santé. Une transplantation rénale n'est pas un traitement curatif, mais elle offre les meilleures chances d'une santé et d'une qualité de vie optimisée aux nombreuses personnes qui sont aux prises avec une insuffisance rénale terminale. Le seul autre traitement de survie est la dialyse qui nettoie le sang artificiellement. Le nombre de reins dont on a besoin pour les transplantations dépasse largement le nombre de reins disponibles. Les 2 types de dons d'organes combinés ne répondent pas toujours aux besoins en matière de transplantation rénale. Le temps d'attente peut varier de quelques mois à plusieurs années. Normalement, tout le monde a 2 reins, mais on peut vivre en santé avec un seul. Dans le cas d'un don provenant d'un donneur vivant, cette personne décide de son plein gré de faire don de l'un de ses reins à quelqu'un qui a besoin d'une transplantation. Grâce à cela, une personne en attente d'un rein se voit offrir une autre possibilité que la dialyse ou la greffe d'un rein provenant d'une personne décédée. L'organe faisant le plus souvent l'objet d'un don provenant d'un donneur vivant est le rein. Et de toutes les transplantations effectuées, c'est la greffe de rein à la suite de ce type de don qui obtient le taux de succès le plus élevé. Au cours de ce webinaire, des patients atteints d'insuffisance rénale et à la recherche d'un donneur vivant potentiel vous parleront de leur vécu et notamment des défis auxquels ils ont dû faire face et leur façon de les surmonter. Les informations partagées dans le webinaire d'aujourd'hui sont à jour en date d'aujourd'hui, 29 avril 2021. Le matériel partagé dans cette présentation ne constitue pas un avis médical et vous devriez parler à votre médecin de votre situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Merci à tous de vous joindre à nous. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui.
Je vais donc vous présenter nos participants. Harley Adam est une spécialiste chevronnée des communications d'entreprise, gestionnaire principale des communications et de l'image de marque chez McCarthy Tétro. Elle est porte-parole passionnée pour le diabète de type 1, l'insuffisance rénale et le don d'organes. Elle consacre une grande partie de son temps personnel à l'Université Health Network et à la Fondation canadienne du Rhin. Sean Delaney est conseiller principal et responsable du programme interprovincial d'échange d'organes auprès de la Société canadienne du sang et il a joué un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme de dons croisés du Rhin, du programme des patients hyperimmunisés et des nouveaux programmes de partage interprovincial des cœurs et des foies au Canada. Sean est également un patient de longue date en néphrologie. Son parcours ayant commencé par une obstruction de la valve de l'urètre postérieure lorsqu'il était enfant. Avec le temps, 2 greffes rénales se sont avérées nécessaires, la première à l'âge de 27 ans et la seconde à l'âge de 49 ans. Entre ces 2 transplantations, il a également reçu une combinaison de traitements d'hémodialyse et de dialyse péritonéale pendant qu'il cherchait des donneurs vivants potentiels. Michael Recalment a été élu chef de la Première Nation Qualicum il y a plus de 6 ans. En tant que chef, son travail est extrêmement prenant et comme il est un homme dévoué et passionné, par ce qu'il fait. Lorsqu'il s'est senti mal pour la première fois il y a plusieurs années, il a pensé qu'il avait une grippe et a continué à se concentrer sur ses responsabilités de chef. Il découvrira plus tard qu'il n'avait pas la grippe, mais qu'il souffrait d'une insuffisance rénale terminale et qu'il avait besoin de traitement de dialyse. Ayant opté pour la dialyse péritonéale, il s'occupe de ses traitements chez lui depuis presque 3 ans. Le chef Recalment est aussi sur une liste d'attente pour une transplantation rénale et cherche activement un donneur vivant. Toujours prêt à partager quelques mots de sagesse et son vécu, le chef Recalment poursuit son parcours avec optimisme dans l'espoir qu'il recevra un nouveau rein dans un proche avenir. Le docteur Raoul Menra est transplantologue à la division de néphrologie du St. Paul Hospital à Saskatoon. À l'échelle nationale, il préside le groupe de travail sur les donneurs vivants au sein de l'initiative Collaboration en matière de dons et greffe d'organes et le comité consultatif sur les transplantations de la Société canadienne du sang. Il participe à divers projets de recherche concertés d'envergure nationale dans le domaine de la transplantation rénale. Maintenant, je vais vous présenter le chef Recalment qui fera la reconnaissance territoriale. Bienvenue, mesdames et messieurs, je suis Michael Recalment. C'est mon nom civil. Mon nom traditionnel est Moglis. Je suis chef élu de la Première Nation Qualicum. J'ai aussi des liens avec la Première Nation Musqueam de par ma mère. Et je vous parle du territoire traditionnel de la Première Nation de Qualicum. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire et vous remercier de votre participation. Merci beaucoup, chef Recalment. Merci, Lydia. C'est un plaisir, un honneur de venir m'adresser à vous et de vous parler des dons de reins vivants. Et j'espère que d'ici la fin de la présentation, je serai capable de vous expliquer que le don de reins vivants est la meilleure option possible. Mais nous allons commencer par un sondage. Les gens pourront nous dire où ils en sont avec la greffe de reins. Donc, répondez du mieux possible. Et Janice, fais-le-moi savoir quand ce sera prêt que nous aurons les réponses. Ah, super. Donc, nous avons un bon éventail de participants, des gens de tous les domaines. La plupart des gens aujourd'hui sont des gens souffrant d'insuffisance rénale. Certains sont sous dialyse, il y a des receveurs de greffe, des donneurs et des travailleurs de la santé. Alors, merci d'avoir répondu. On va passer à la prochaine diapo. Donc, les gens souffrant d'insuffisance rénale chronique de stade 5 ont certaines options devant eux. D'abord, ils peuvent faire de l'hémodialyse
Et après une certaine période sous dialyse, on peut évaluer leur capacité à recevoir un rein. Et ils peuvent en recevoir un d'un donneur décédé. Oups, on va revenir en arrière. Alors, ce rein peut être offert par un donneur décédé. Et il y a des gens dans les provinces ou les centres locaux qui peuvent vous mettre sur une liste et il y a un certain temps d'attente. Mais au Canada, c'est quelques années. L'autre option, c'est d'avoir un don d'un donneur vivant et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, un rein obtenu par un donneur vivant. D'abord, vous pouvez, grâce à ce don vivant, attendre moins longtemps, peut-être un an et demi en moyenne au Canada. Bon, la meilleure option, prochaine diapo s'il vous plaît, la meilleure option pour un tel patient qui veut éviter la dialyse, c'est d'aller directement à un don d'un donneur vivant. Et ceci vous donne encore une meilleure survie, vous évitez la dialyse et ça vous donne une bien meilleure qualité de vie. Donc, pour résumer tout cela, je vous dirais que le rein obtenu d'un donneur vivant est la meilleure option, vous offre des meilleurs résultats à court et à long terme. Et vous avez des chances qu'au bout de 5 ans, votre rein fonctionne encore. Et je vous dirais que cette chance, c'est de 80% au Canada, alors qu'avec un donneur décédé, c'est plus faible. Vous avez donc de meilleurs résultats à long terme lorsque le don vient d'un donneur vivant. Et il y a moins de chances de rejet dans le cas d'un donneur vivant également. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la meilleure option pour un patient souffrant d'insuffisance rénale, c'est de ne pas avoir besoin de dialyse, d'éviter la dialyse et d'avoir une greffe préventive. Dans la plupart des provinces, c'est possible avec un donneur vivant et ça permet de passer de 90% à 5 ans à un résultat encore meilleur. Alors à ce moment-là, vous évitez la dialyse et avez de meilleures chances de survie. Le temps d'attente est beaucoup plus court si jamais vous aviez besoin de dialyse. Le temps d'attente est environ un an et demi, comme je le disais, pour obtenir un rein d'un donneur vivant. Donc, il y a beaucoup d'avantages à obtenir un rein d'un donneur vivant. Et plusieurs personnes, lorsque nous parlons d'un don du vivant de quelqu'un, s'inquiètent de la compatibilité et ma réponse est trouver quelqu'un qui est prêt à vous donner un rein et on va s'organiser. Par chance, il peut être compatible avec vous et on pourrait passer à un don direct, c'est-à-dire qu'ils vous donneront directement à vous. Mais s'ils ne sont pas compatibles avec vous, au Canada, nous avons ce qu'on appelle le don croisé de rein, où nous allons prendre ce rein, mais trouver un donneur qui sera compatible avec vous. Et les prochaines diapos, bien sûr, nous viennent de l'équipe incroyable de Service sanguin canadien. Et les dons croisés de rein représentent presque 20% des greffes au Canada. Nous aimerions vraiment atteindre le 20%. Pour l'instant, nous en sommes à 14 à 18%. Mais au fil des ans, au fil des 10 dernières années, nous avons quand même vu des augmentations intéressantes. Bon, il y a 3 raisons principales pour lesquelles les donneurs et les receveurs devraient s'inscrire au programme DCR de dons croisés de rein. D'abord,
Vous pouvez l'être en tant que donneur sans receveur prévu, donc un vrai héros, si vous avez un désir d'aider autant de gens que possible. Alors, à ce moment-là, vous vous inscrivez au programme de donneurs sans receveur prévu et on établira une correspondance avec un receveur. Il y a certains receveurs qui sont compatibles, mais parfois, nous voudrons peut-être avoir une meilleure compatibilité pour eux, c'est-à-dire une meilleure taille de rein, meilleur âge, meilleur HLA. Donc, même si ces donneurs sont compatibles, ils pourraient entrer dans le programme de don croisé de rein où on aurait un meilleur jumelage. Mais souvent, la raison la plus fréquente pour entrer dans le programme de don croisé de rein, c'est l'incompatibilité. Alors, comment est-ce qu'on réussit à faire des greffes avec ces paires non compatibles? D'abord, je vais vous présenter un scénario normal où nous avons la paire A, la paire B dans un programme d'échange et on s'aperçoit que le donneur de la paire B correspond mieux au receveur de la paire A et vice-versa. Donc, à ce moment-là, on va prendre le donneur B, on va transplanter son rein au candidat A et le donneur A et transplanter son rein au candidat B. Donc, nous avons deux personnes qui reçoivent un rein. L'autre, prochaine diapo, s'il vous plaît, l'autre possibilité, c'est la chaîne fermée. Là où nous avons trois personnes ou plus, où il y a incompatibilité entre le donneur et le receveur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser le tout et le donneur C, par exemple, donnera son rein au candidat A et le A au candidat B, le B au candidat C. Donc, cette chaîne peut aller de 3 à 6 personnes. Et finalement, prochaine diapo, s'il vous plaît. L'une des façons les plus importantes, comme je l'ai dit, c'est la chaîne en domino créée grâce au programme de donneurs sans receveur prévu. Et l'avantage de tout cela en chaîne de domino, c'est que le donneur, à la fin de la chaîne, donne un rein à un receveur qui est sur une liste d'attente. C'est donc un cadeau que reçoit ce receveur grâce au programme de donneurs sans receveur prévu. Prochaine diapo. Et depuis que ce programme a été mis en place, nous avons fait 787 greffes avec des donneurs de différents groupes sanguins. Nous avons fait 210 greffes préventives. Et de ces 787 greffes, eh bien, nous n'aurions pas pu les faire sans notre programme de donneurs sans receveur prévu. Prochaine diapo. La préoccupation principale que j'aimerais aborder, c'est de savoir si donner un rein est sécuritaire. Nous sommes très sélectifs quand les donneurs viennent nous voir. On veut s'assurer que leur santé dans l'avenir ne soit pas affectée par leurs dons. Donc, nous allons nous assurer que le don de rein qu'ils font ne leur soit pas préjudiciable dans l'avenir. Donc, nous faisons énormément de tests pour nous assurer que le don se fait en toute sécurité pour ces gens. Donc, ça prend un certain temps pour qu'un donneur de rein puisse être approuvé. Il y a énormément de bilans de santé qui sont faits au préalable. Et plusieurs personnes posent des questions sur les risques d'avoir une insuffisance rénale chez les donneurs. Et au Canada, je vous dirais,
à l'heure actuelle, 1,5 personnes par 1000 Canadiens a un problème d'insuffisance rénale terminale. Ils sont soit en dialyse, soit ils attendent un rein. Si vous avez donné un rein 15 ans après ce don, le risque passe à 3 sur 1000. Et comme vous pouvez le voir avec cette image, avec toutes ces personnes qui apparaissent à l'écran, il n'y en a que 3 et c'est très, très rare. Et comme je l'ai dit auparavant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité et la santé des donneurs et même après leur don. Et la plupart du temps, les gens qui se retrouvent en dialyse après avoir donné un rein, et parce que c'est très difficile à prévoir, auraient probablement souffert d'une maladie rénale de toute façon. Et bon, bien sûr, il y a des risques qu'on n'est pas en mesure de prévoir et qui peuvent se produire. Heureusement, si jamais un donneur se retrouvait en dialyse, il y a différents programmes dans les centres locaux qui feront tout ce qui est possible pour leur offrir à leur tour un rein. La plupart des programmes de greffe prioriseront une personne qui a déjà donné un rein. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher que le donneur éventuel ait des problèmes de santé, comme je le disais plus tôt. Bon, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un autre sondage et essayer de voir si les gens qui ont une insuffisance rénale sont en dialyse ou non, voir ce qu'ils répondront à ces questions. De savoir si quelqu'un a déjà parlé à quelqu'un d'un don de son vivant, avait considéré le faire. Et si vous avez un donneur qui s'est déjà engagé envers vous, où est-ce que vous en êtes au niveau de la demande? Alors, on peut fermer ça quand tu seras prête, Janice. OK, super. 37% d'entre vous avaient déjà abordé un donneur. Et j'espère qu'après la conférence d'aujourd'hui, ce pourcentage augmentera et que davantage de gens rechercheront un donneur vivant. Merci. Donc, c'est vraiment très important de réfléchir où vous en êtes avec tout cela. Faire la demande, demander à vos amis, votre famille, s'ils veulent bien donner un rein de leur vivant. Alors, il y a différentes étapes. Je ne considère pas encore la greffe de rein de donneur vivant. Il y a la contemplation, je commence à y penser, la préparation, oui, j'y ai pensé, et l'action, j'ai commencé à en parler. Et j'ai quelqu'un qui serait intéressé à être évalué. Alors, c'est important de déterminer où vous en êtes parce que cela vous aidera à progresser et votre équipe de néphrologie pourra vous aider également en ce sens. Bon, comment est-ce que je fais cette fameuse demande? C'est une question difficile. Bon, on ne va pas voir quelqu'un dire « j'ai besoin d'un rein ». Je pense que la façon la plus importante de le faire, c'est de partager votre histoire. Vous allez entendre certaines histoires aujourd'hui, donc partagez votre histoire. Expliquez quelles sont vos options, expliquez quelles sont, qu'il y a la dialyse ou une greffe d'un patient décédé ou d'un patient vivant. Parlez des avantages de recevoir une greffe d'un donneur vivant également. Parlez-en avec votre famille et expliquez ça pas seulement à votre famille directe, mais également dans vos cercles d'amis et demandez à ces gens-là aussi d'en parler autour d'eux. Et finalement, vous vous retrouverez avec 7, 8, 9 amis qui entendront parler de votre histoire et qui sauront à travers quoi vous passez. Et un jour, peut-être quelqu'un parmi ces groupes décidera de réfléchir à faire un don ou se demandera comment est-ce que je peux aider.
Bon, beaucoup de personnes pensent à la sollicitation du public. Il n'y a rien de mal à le faire. Il n'y a rien de mal à partager votre histoire en ligne, dans les médias sociaux. Je vous demanderai par contre de faire attention parce que vous partagez de l'information personnelle médicale sur des réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement toujours sécures. Mais vous pouvez en parler, leur demander ce qu'ils pensent, quels sont leurs avis. Au Canada, nous avons un énoncé de position disant qu'un donneur ne peut pas être payé. Et rappelez-vous que l'aspect le plus important de la sollicitation publique, c'est que vous n'êtes pas autorisé à payer ou à faire des cadeaux en échange d'un rein. C'est illégal. Ce n'est pas permis ni au Canada ni ailleurs dans le monde. Mais partagez votre histoire sur les médias sociaux, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait acceptable. Je ne pense pas que vous puissiez voir ce qui est écrit dans le cadran en bas. C'est écrit « Commencez tôt ». Au Canada, ça prend environ 1 an pour qu'un donneur vivant puisse passer à travers tout le bilan pré-greffe. Donc, gardez ça à l'esprit. Ça peut prendre 1 an avant qu'un donneur soit évalué et puisse passer à travers tout le processus. Parlez à votre équipe de transplantation. Mais commencez tôt afin qu'on puisse également vous faire tous les tests préparatoires de sorte que lorsque le temps viendra et que votre donneur sera prêt, eh bien, tout soit en ordre. Et sur cela, je vais terminer. Je prendrai vos questions un peu plus tard. Merci. Merci, Dr. Monroe. Je vais maintenant inviter le chef Eric Elma à venir partager son histoire. Bonjour tout le monde. Mon parcours a commencé, comme on vous l'a dit, je croyais que j'avais une grippe. Ça a été un choc pour tout le monde, ma famille, moi, d'apprendre que ce n'était pas le cas. Avant que je décide d'aborder des gens avec ça, j'ai parlé aux gens près de moi et on m'a dit « Tu es chef, non? » Oui. Alors, ils ont dit « Bon, ben, vas-y, raconte ton histoire au public. Tu dois le faire. » Et on m'a dit « Bon, tu vas passer dans les médias. » Et là, en 2 semaines, j'ai des gens de la Fondation Durand qui m'ont appelé, qui voulaient savoir ce qui s'était passé avec moi, où j'en étais rendue. Et nous avons fait une vidéo et pendant qu'on faisait la vidéo, il y a 2 personnes qui regardaient tout cela, qui m'ont dit « Mais c'est quoi au juste tout ça? » Alors, on leur a expliqué. Et ils m'ont dit ben, tu me diras quand la vidéo sera diffusée. Et je les avertis quand ça a été diffusé. Et peu de temps après, les 2 m'ont contacté et m'en ont parlé, m'ont posé des questions et m'ont dit comment est-ce qu'on peut t'aider? Ils voulaient savoir ce que pouvaient faire pour me venir en aide. Et même au travail, j'avais beaucoup de gens qui en avaient entendu parler et qui voulaient savoir ce qui pouvait être fait, ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Ils m'ont demandé quel était mon groupe sanguin. Moi, je ne connaissais rien à ça. Je leur répondais, c'est rouge. Et
Les gens étaient francs, ils étaient prêts à aller de l'avant, à m'aider. Et même quelqu'un de mon environnement politique qui est venu me voir pour voir ce qui pouvait être fait, ce qu'il pouvait faire de plus. Et tout le monde me posait la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Et les gens voulaient m'aider. Alors maintenant, je suis en dialyse péritonéale à la maison depuis un certain temps. Et je vis la vie que vit un patient souffrant de problèmes rénaux, j'imagine. Et j'ai fait la vidéo, comme je vous le disais, et les circonstances ont fait que, bon, beaucoup de gens se sont informés, mais on fait ce qu'on peut. Et il y a deux personnes qui ont dit qu'elles allaient partager avec leur famille, voir si avec, parce qu'ils ne correspondaient pas, ne pouvaient pas être jumelés à moi, ce qu'ils allaient pouvoir faire. Ah, mes soignants m'ont dit de continuer. Bon, c'est sûr, il y a des hauts, des bas. Mais on reçoit énormément de soutien d'autres patients qui sont passés par là. Et grâce à la Fondation du Rhin, on peut partager. Tout le monde a une histoire différente. Alors, je veux remercier en particulier les gens qui m'ont invité à ce webinaire, qui m'ont donné la chance de partager mon histoire. Alors, cela donne l'occasion de partager. Et comme je l'ai dit, j'espère simplement que j'aurai un rein, j'aurai un donneur. Ma vie, ma qualité de vie n'est pas mal, mais j'espère un jour avoir un rein. Merci beaucoup, chef Kalman, d'avoir partagé avec nous. Et maintenant, Ellie, c'est à toi. Bonjour, je suis Ellie. Et je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu où j'en étais, comment je suis arrivée ici. Alors, très jeune, j'ai été diagnostiquée comme souffrant de diabète. Et tout au long de ma maladie, on m'a encouragée, quand j'étais enfant, à ne pas laisser ça prendre le dessus sur moi, tout. Donc, pour moi, après cela, il n'y a rien qui m'empêchait d'aller de l'avant. Je ne me laissais pas limiter par la maladie. Et j'ai lu un livre très tôt, dans le début de ma vie, et l'auteur disait, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez de sérieux problèmes d'un point de vue professionnel? J'ai toujours gardé ça à l'esprit et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma carrière? J'ai essayé d'incorporer tous ces conseils et ça fonctionnait bien, j'étais heureuse. Et j'ai vécu ma vie jusqu'à ce que j'arrive à 30 ans. En 2018, j'ai commencé à réaliser que la maladie prenait le dessus sur moi. J'ai perdu la vue de l'œil gauche de façon temporaire. On a dû faire des retouches à ma rétine.
J'ai eu peur, bien sûr, et plus tard dans l'année, on m'a envoyé à l'urgence de l'hôpital parce que j'avais une tension artérielle de 220 sur 150 et on m'a dit que j'avais fait une insuffisance rénale. Et là, c'était très inquiétant. Et là, c'était la première fois de ma vie que je me disais que j'avais échoué quelque part et que je ne voulais pas que la maladie me définisse comme ça. Donc, donc j'ai pris mon premier rendez-vous à la clinique de néphrologie et j'avais environ 20 de fonction rénale restante et je devais avoir une greffe rénale et ma vie complète a changé à partir de là. J'ai dû complètement changer la façon dont je vivais. Il y avait mes soins de santé qui s'intégraient à tout cela. Et je voulais essayer de maintenir ma fonction rénale le plus longtemps possible. Mais ma fonction rénale continuait de diminuer, peut-être plus rapidement qu'auparavant. J'ai mon médecin qui m'a appelé et m'a dit, là, il va falloir qu'on trouve un donneur. Et on m'a expliqué, je me rappelle quand j'étais adolescente, quand j'étais avec ma mère et que je voyais une affiche le long de la route où on parlait de don d'organes, la première idée qui me venait à l'esprit, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là ait besoin d'un rein? Et je me disais, pendant une pandémie, demander ça à des gens, d'abord, c'est difficile de rencontrer des gens, mais souvent, les gens voulaient savoir ce qui m'était arrivé, comment ils pouvaient aider. Donc, je suis revenue en arrière et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si, selon les conseils du livre, je n'avais pas peur? Donc, j'ai fait une vidéo, je l'ai mise sur LinkedIn et j'ai raconté mon histoire. Je parlais de la façon dont j'en étais arrivée là, ce dont j'avais besoin. Et j'expliquais aux gens de quelle façon ils pouvaient aider. Et je me suis dit que, bon, peut-être quelques personnes partageraient cette histoire. Je n'avais pas vraiment d'attente. Et j'ai vu que des milliers de personnes avaient partagé mon histoire. Ça a été repris par CTV News, c'est allé d'un bout à l'autre du pays et même dans des endroits que je ne savais même pas exister. Donc, c'était un beau sentiment réconfortant de me faire offrir quelque chose comme ça. Et quand votre vie est en jeu, demandez de l'aide, n'ayez pas peur. Ne vous sentez pas honteux. Prenez votre vie en main, prenez le contrôle sur votre vie et changez la situation. Et depuis lors, j'ai décidé d'aller de l'avant, d'y aller pour un rein et un pancréas pour régler mon problème de diabète par la même occasion. Mais j'encourage les gens à aller de l'avant, à être braves, à ne pas avoir peur. Et ce qui va vous revenir, je crois, va vous étonner et à de nombreuses reprises. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Vous allez avoir de l'aide, du soutien en partageant votre histoire. Je pense que vous pouvez devenir un catalyste de changement, générer beaucoup d'enthousiasme et personne ne devrait souffrir en silence. Oui, c'est mon histoire. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci et passez une bonne journée. Merci beaucoup, Ali. Dernier mais non le moindre. Bonjour, j'espère que tout le monde est capable de m'entendre comme les autres.
Je vais parler un peu de mon histoire. C'est un peu différent. Je veux juste que vous sachiez que je suis un patient de néphrologie depuis très longtemps. J'étais tout petit et j'ai eu une stomie jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai reçu ma première greffe rénale de mon frère en 98. Alors, vous voyez, de 1971, où j'ai eu ma première néphrectomie, euh, jusqu'à 98, c'est quand même un bon bout de temps. Euh, en post-greffe, j'ai eu certains problèmes et j'ai eu, à cause de son rein, des problèmes d'immunité. Pendant 21 ans, le premier rein a survécu. Et euh, en 2019, j'ai dû commencer à rechercher un donneur vivant à nouveau. Et j'ai été mis sur la liste quand même des donneurs décédés d'Edmonton. Et après ma première greffe d'un donneur vivant, j'ai développé des anticorps à cause de mon frère. Donc, j'avais quand même plusieurs problèmes d'anticorps. Bon, il y a de l'hyperimmunité qui se produit soit par des transfusions sanguines ou, dans mon cas, c'est une greffe de rein. Ma première expérience, c'est que ma mère, moi, c'est moi à droite et mon frère est à gauche. Ma mère souffrait de sclérose en plaques et elle savait dès le départ qu'elle ne pourrait pas être admissible à donner un rein. Mais elle a commencé à militer pour moi. Il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque. Mon père, ma mère étaient impliqués. Ils en parlaient à la famille, aux oncles, aux tantes, aux cousins. Et ils en ont parlé à une douzaine de personnes et même à l'église. Donc, on avait 12 personnes qui sont venues voir si elles pouvaient aider dans le programme de donneurs. Et mon frère semblait être le meilleur jumelage pour moi. Je ne veux pas sous-estimer le fait que votre conjoint, votre père, votre mère, votre conjoint, votre mari peuvent aussi utiliser les réseaux pour vous aider et ils pourront dire des choses qui seraient peut-être plus difficiles pour vous à communiquer. Alors, c'est ce que ma mère a fait. C'est une façon pour elle de me protéger. Et comme Dr. Miner le disait un peu plus tôt, on se préoccupe de la santé des donneurs. Mon frère est un médecin d'urgentologue qui se bat contre la COVID à l'heure actuelle. Il est en bonne santé. Et il a une très belle pratique. Donc, lorsque la première greffe est arrivée à sa fin, le premier rein est arrivé à sa fin, je me suis dit, je vais raconter mon histoire, je vais être honnête, je vais parler des hauts, des bas. Bon, si quelqu'un a déjà vu mes médias sociaux, vous savez que je suis assez honnête là-dessus. J'essaie d'être positif. Donc, j'essayais de poursuivre ma dialyse, de rester actif pendant ce temps.
Et même avec ma machine de dialyse péritonéale, je continuais à me déplacer. Je faisais des réunions à Vancouver, à Ottawa, à Toronto. Et je documentais ça aussi sur mes réseaux sociaux. Je partageais avec les gens de sorte qu'ils puissent voir la vie que je vivais. Donc, ça, c'est une photo de ce qui a été pris sur les médias sociaux, de ce que je partageais. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je recherchais un donneur vivant. Prochaine diapo. Autre chose également que j'ai partagé, c'est que tous les dons d'organes, mais en fait, tout le monde peut faire quelque chose pour aider dans les cas de dons. Donc, j'ai retweeté régulièrement des informations et je militais pour les services canadiens du sang. Bon, ça, c'était le 2 avril 2019. Donc, c'est au moment où il y a plusieurs personnes qui avaient eu des bilans pré-greffe, pré-don, mais le temps avançait et avançait vite et on manquait de temps, en fait. Mes options de dialyse s'effritaient. Donc, j'ai expliqué tout cela sur mes réseaux sociaux et j'ai parlé en public et j'ai même quelqu'un de mon église, parce qu'on m'a invité à aller expliquer le problème, expliquer ma situation devant les paroissiens. Et il est maintenant quelqu'un de ce groupe qui est sur ma liste de donneurs. Et, bon, il y a de la famille, il y a des amis. Donc, ce sont des endroits où on peut facilement amorcer une conversation à ce sujet. Au mois d'août, le 4 août, c'était le moment de considérer que c'était un point final pour ma greffe et que je devais amorcer la dialyse. Donc, parlant de la dialyse, j'ai toujours été franc. Au début, j'étais à mon bureau à gauche, sur ma photo, où j'avais une dialyse péritonéale, le deuxième. C'est dans une chambre d'hôtel à Ottawa où je faisais encore une fois de la dialyse péritonéale. Et c'est un peu comme le chef l'a dit, j'essayais de continuer ma vie aussi bien que possible. La pandémie a été un moment assez particulier, surtout quand je devais me rendre à l'hôpital. Bon, et ici, j'ai bloqué les noms, bien sûr. Je les ai caviardés, mais j'ai toujours suivi du début à la fin l'aventure de tous ceux qui m'avaient aidé, qui s'étaient offerts pour donner un rein. Je dois dire que, bon, je travaille, je suis chanceuse, je travaille au niveau des dons d'organes pour vivre. J'avais des gens qui venaient pour s'offrir et qui étaient refusés immédiatement pour différentes raisons. J'ai des travailleurs de laboratoire qui sont offerts. J'ai eu des cadres d'entreprises, même des cadres des organismes de dons d'organes qui sont venus s'offrir. Il y a eu quelques personnes de mon église, plusieurs cousins.
qui se sont offerts également. C'était incroyable la quantité de gens que j'ai eu qui sont venus s'offrir pour donner un rein. Et je dirais que l'une des choses qui a été le plus frappante dans tout cela, c'est qu'après j'ai trouvé un donneur et on a trouvé quelqu'un d'autre, mais il y a eu d'autres qui s'étaient offerts, qui ont été acceptés, donc ils sont devenus, dans le cas d'un donneur sans receveur prévu. Donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un, mais j'ai également trouvé des gens qui, grâce au programme de don croisé de rein, étaient prêts à donner un rein et sont devenus donneurs sans receveur prévu pour d'autres. Prochaine diapo. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai 34, 36 personnes qui étaient compatibles, mais en fait, qui pouvaient ou voulaient donner un rein. Je vous disais donc que c'est important d'être authentique, de raconter votre histoire avec honnêteté. Alors ici, on voit ce qui avait été mis sur les réseaux sociaux. C'est « Hey, il y a quelqu'un qui avait parlé, qui a besoin d'aide. Cette personne aide. Elle serait très heureuse d'être là pour donner directement un rein, elle est compatible, etc. » Je ne sais pas si c'était vrai ou non à l'époque, mais bon, c'était un peu réconfortant et on a commencé une conversation à ce moment-là. Prochaine diapo. Et c'est elle. C'est ma nouvelle copine Brandon. Alors, j'ai nommé mon rein en son honneur avec un de ses noms qui est Linda. Mon rein s'appelle maintenant Lynn. Et on avait fait une espèce de gageure qui irait voir l'autre le premier après la chirurgie, mais elle est venue, la première. Et elle a une petite entreprise de publicité par l'objet. Elle fait des tasses de café, ce genre de choses. Donc, elle en a fait une pour moi et elle en a fait une pour elle aussi. Alors, c'est là-dedans qu'on buvait nos breuvages à l'hôpital. Et c'était ma dernière diapo. La seule chose qui serait faite dans mon cas différemment, je pense, hein, si je sauverais probablement 2 ans et demi à le faire, c'est comme le docteur Miller l'a dit, je ferais la promotion du don croisé de rein de façon très active. Rappelez-vous, moi, je cherchais des gens qui me conviendraient. J'avais l'impression que les messages qui seraient passés par le programme de dons vivants seraient intéressants pour les gens. Mais là, maintenant, j'insisterai davantage pour dire que si vous êtes un donneur en santé, le reste n'est plus important parce que vous pouvez me donner un rein à moi directement ou le donner à quelqu'un d'autre par le don croisé. Il y a 5 ou 6 personnes qui s'étaient mis en tête qu'ils n'allaient donner qu'à moi. Mais au fil du temps, ils ont découvert comment ça fonctionnait et qu'il y avait d'autres patients qui pouvaient être compatibles. Ils ont vu les choses directement. Donc, il y a des gens aussi qui, bon, voyant une incompatibilité, n'étaient pas nécessairement intéressés. Donc, on demande simplement à ce que le donneur soit en santé. On fait les typages, on fait les bilans pré-greffe.
Le site web apparaît dans le bas de l'écran, donc vous pouvez obtenir davantage d'informations sur ce site. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. C'est la fin de ma présentation. La prochaine diapo, je crois, ce sont les ressources. Merci infiniment pour ce partage que vous avez tous fait. Des histoires incroyables que vous avez partagées avec nous. Et je vous remercie d'avoir partagé ça avec notre auditoire aujourd'hui. Je veux vous faire un petit rappel que pour soumettre les questions, vous pouvez les taper dans le volet Q&R qui se trouve dans la barre d'outils Zoom au bas de la fenêtre de réunion. Veuillez ne pas utiliser la boîte de clavardage pour soumettre vos questions. Ça nous aide à les surveiller plus étroitement. Veuillez noter qu'en raison d'un volume élevé de questions soumises, si vous les avez soumises à l'avance, il est possible que nous ne puissions pas y répondre directement. Notez également que nous ne sommes pas en mesure de fournir de conseils médicaux pour des questions spécifiques. Alors, allons-y avec les questions qui nous ont déjà été soumises à l'avance. Et il y a une question pour le Dr. Menra. C'est où est-ce que le rein est placé lorsque vous faites une greffe? Je ne sais pas ce que Dr. Menra va répondre. C'est probablement le mieux placé pour ça. Non, vas-y, Charles, tu peux répondre. Eh bien, mes deux reins sont allés dans mon abdomen. Je ne sais pas si c'était vraiment différent de la première greffe à la deuxième greffe, mais j'ai pris un petit peu de tour de taille. Merci beaucoup. Nous avons également une question sur le côté financier, voir s'il y avait de l'aide pour les donneurs. Et toutes les provinces au Canada ont des programmes différents pour les patients, pour les donneurs. Est-ce qu'il y a des barrières financières? Ça va couvrir des choses comme le voyage, l'accommodation, les repas, l'aide financière apportée, etc. Vous pourrez aller voir sur Rein Canada pour obtenir plus d'informations. Donc, kidney.ca en anglais ou Rein Canada, rein.ca en français vous donneront des informations plus précises. Et il y a eu beaucoup de questions également. Dr. Menra, peut-être vous pourrez répondre à cela. On parle de quand on a eu plusieurs transfusions sanguines ou avons connu une grossesse, est-ce que ça peut poser des problèmes au niveau du jumelage ou est-ce qu'on peut devenir hyper-immunisé? Oui, c'est tout à fait correct. Les gens qui sont hyper-immunisés peuvent l'avoir été suite à plusieurs transfusions sanguines. Ça peut être un défi. Et on disait, s'il n'y a plus d'un donneur, si vous avez un donneur vivant qui n'est pas compatible avec vous à cause de votre hyperimmunité, eh bien, le programme de don croisé aidera. Vous serez inscrit au régime de don d'organes et le fait d'avoir plusieurs donneurs éventuels aidera définitivement. Si vous arrivez à un certain niveau d'hyperimmunisation, 95 de PRAC, c'est-à-dire que 95 des donneurs ne sont pas compatibles avec vous et que vous êtes inscrit à un registre national
une liste d'attente nationale pour un don d'organes, eh bien, ces listes ou ces registres vont générer des possibilités. Il y en a eu 600 quelques, j'en ajoute non, c'est 700 maintenant depuis samedi. Donc, ça augmente grandement votre chance. Mais si on a un patient hyper immunisé, il pourra recevoir un rein d'un patient qui vient d'un autre bout du pays. Normalement, on essaie de se restreindre à la province, mais s'il n'y en a pas, ça ira plus loin et nous essayons de faire un jumelage le plus serré possible. Je ne sais pas combien de patients qui ont reçu un don croisé étaient hyper immunisés, mais il y a des patients qui n'ont pas encore reçu leur greffe, mais qui se sont inscrits pour don croisé il y a plusieurs années et qui sont sur le point de recevoir leur rein. Donc, il y a 6 000 personnes qui se sont inscrites au programme quand même. Merci beaucoup de cette précision. Parlons du programme d'échange. Comment ça fonctionne au Canada? Très bonne question. Bon, si vous connaissez le système américain, vous savez que je pense qu'ils ont le record mondial au niveau d'une chaîne fermée de dons. Ici, la plus longue qu'on a eue, je crois que c'était 9, mais eux autres, ils ont quelque chose de beaucoup plus important. Je crois que c'était 30. Mais nous, à l'heure actuelle, on a une chaîne de 6, mais on espère les prolonger. Merci. Une question? Peut-être pour le chef Recalma et Ali. Et vous pourrez répondre aussi si vous le voulez. Il y a des patients qui ont abordé beaucoup de gens pour leur demander, que ce soit de la famille ou des connaissances. Avez-vous des suggestions à faire à ces gens? Et peut-être vous n'en avez pas, mais ça va aussi, hein? Je peux simplement faire un commentaire. Je crois que on cherche des solutions. Il ne faut pas s'arrêter à une conversation, il faut s'impliquer, s'engager, regarder les différentes options. Pendant une pandémie, c'est un défi, oui, mais prenez ça en compte, utilisez LinkedIn ou Instagram, je ne sais pas, des bulletins ou des petits journaux communautaires. Faites ce que vous pouvez pour rejoindre le plus de gens possible et raconter votre histoire. Je suis d'accord. Euh, euh, il faut voir grand. Ce que je ne sais pas, c'est à l'extérieur de mon cercle immédiat qui veut faire des choses pour moi. Ça, c'est quand même communiqué. Mais bon, il y a des gens qui ont raconté mon histoire et les gens de partout venaient me voir pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Alors, moi, j'étais relativement nouveau dans toute cette histoire. Alors, je, euh,
je racontais mon histoire, j'expliquais ce que j'avais à faire. C'est ce que je faisais. Merci. Alors, ça va, mais il y a des gens qui ne sont pas forts sur les médias sociaux. D'avoir quelqu'un qui peut parler en leur nom, ça peut aider. Et quelqu'un qui va prendre la parole pour vous, qui va faire connaître votre histoire, qui va militer pour vous aider à progresser dans ce parcours. Désolée, il y a énormément de questions dans la boîte aux questions. Une question ici sur... Peut-être Dr. Menra pourrait vous répondre. Quels sont les critères pour pouvoir donner un rein ou recevoir un rein? Oui, on parle d'âge, là, du donneur ou du receveur. Et tout dépend de l'état de santé de la personne plutôt que son âge. Et du nombre d'années de vie que vous avez. On veut s'assurer que les receveurs profiteront de la greffe. Donc, on veut s'assurer que leur fonction pulmonaire est correcte, leur fonction cardiaque est correcte et qu'il n'y a pas d'autres problèmes de santé sérieux qui pourraient empirer suite à une greffe qui ferait en sorte que cette greffe rénale n'offre pas toutes les possibilités qu'elle devrait. Il n'y a pas d'âge limite, mais c'est plutôt votre état de santé qui est important et s'assurer que si vous avez un problème, il ne soit pas important, qu'il soit sous contrôle. On a des gens de 70, 75 ans qui profitent encore d'une greffe rénale, mais ça, il y a des politiques très générales qui varient selon les individus. C'est la même chose pour un donneur. Ça dépend beaucoup de leur santé, de leur fonction rénale, bien sûr. Mais on est plus strict au niveau des bilans de santé des donneurs parce qu'on veut s'assurer qu'on ne nuise pas à la santé d'une personne dans les années à venir. Et la plupart des programmes ont une limite d'âge supérieur pour les donneurs de reins vivants. Je pense que le message, c'est n'éliminer personne. Ne considérez personne comme ne pouvant pas le faire parce que votre niveau de santé est évalué. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui est arrivée à un de mes donneurs. Il est venu, on a fait les bilans de santé, c'était quelqu'un qui est à mon église. Alors, quand il a eu ses tests, on l'a diagnostiqué avec une maladie congénitale du cœur. Alors, on a testé par la suite tous ses enfants. L'un d'entre eux était atteint du même problème. Il ne savait même pas qu'il y avait cet historique familial. Donc, ça a été très bénéfique pour lui. Il n'a pas pu donner un rein, mais il a appris qu'il était touché d'une maladie congénitale et certains membres de sa famille aussi. Donc, ce n'était pas très positif pour moi, mais ça l'a été pour lui. Donc, c'est quelque chose qui a été remarqué. Donc, c'est quand même une très belle histoire. Merci beaucoup. J'ai quand même des questions sur l'équipe médicale qui suggère fortement d'avoir une greffe, mais quand est-ce que ça devient urgent?
Ben, c'est une excellente question. J'entends beaucoup de patients qui entendent leur équipe de néphrologie, leur disent que c'est urgent. Et comme Sean l'a mentionné, et comme il l'a raconté dans son histoire, ça prend quand même un bon bout de temps avant de trouver un donneur vivant. Et c'est toujours une bonne idée de commencer tôt, de partager votre histoire, de poser les questions à votre équipe soignante et d'entreprendre les différentes actions. Et les programmes un peu partout à travers le pays ont des normes différentes, normes d'acceptation pour commencer les bilans pré-greffe. Mais si vous avez un donneur vivant, et bien sûr, ça accélère un peu les choses. Mais on va peut-être attendre que vous soyez rendu à 20% de fonction rénale. Mais dans le cas de, si vous n'avez pas de donneur, notre fonction rénale peut diminuer et vous devrez aller en dialyse tant qu'on n'aura pas trouvé un donneur décédé. Et il y a des maladies aussi qui détériorent le rein beaucoup plus rapidement. Vous pouvez être à un niveau de 15, par exemple, pendant des années et rester là, mais vous pouvez être à 20 un mois et tomber à 15 le mois suivant dans le cas d'une autre maladie. Merci. Très bonnes informations. Question ici. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Quel était le problème le plus difficile à surmonter avant de décider d'aller de l'avant et demander aux gens? La peur. Je dirais la peur carrément. Ça fait peur. C'est effrayant d'aller voir quelqu'un et de lui demander de vous faire confiance à ce niveau-là. Confiance, c'est un autre point. Moi, je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. Je devais faire confiance à mon équipe. J'avais peur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'admettre l'échec et de considérer que tout cela fait partie du processus. Et ça peut être tout un défi. Et bon, les personnes se disent qu'il y a peut-être des circonstances particulières qui feront que je n'aurai pas le donneur parfait. Mais il faut continuer à voir au-delà de ça, d'aller voir ce qui est le mieux et de faire confiance et de se dire que quand ce sera notre temps, ça va arriver. Je suis d'accord avec ça. Moi, mon expérience de vie, c'est très différent. Je n'ai jamais connu une vie sans insuffisance rénale. J'étais un enfant, j'avais un sac à dos avec une stomie. Donc, ça fait 49 ans que je suis patiente. J'ai toujours été patiente. Donc, je n'ai pas eu les mêmes craintes. C'est ma vie. Et tout le monde qui me connaît, c'est ça. Merci beaucoup et merci pour votre honnêteté et votre franchise. Autre chose avec laquelle la Fondation peut vous aider, nous pouvons vous mettre en contact avec d'autres patients à qui vous pourrez poser des questions. Nous avons des donneurs également avec qui vous pouvez communiquer, qui pourront vous parler de leur expérience.
et différentes autres ressources. Une autre question pour le Dr. Mainwaring. Pouvez-vous nous parler un peu du processus de bilan pré-greffe pour un donneur? Il y a des gens qui se posent des questions à ce niveau-là et qui se demandent également s'il peut y avoir un aspect génétique à l'insuffisance rénale. Oui, il y a certaines maladies rénales qui sont génétiques. Nous allons faire d'ailleurs des tests génétiques pour le donneur. Parfois, il y aura une maladie rénale et selon l'âge du donneur, nous ferons certains tests et nous allons essayer de voir si cette personne a hérité d'une maladie congénitale du rein. Mais parfois, on va pousser même les tests plus loin. L'équipe du donneur sera capable de l'aider à déterminer ce qu'il en est et si la greffe le don est indiqué. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de questions. C'est quoi comme chirurgie exactement? Bon, je ne suis pas chirurgien, je vais vous le dire de prime abord, mais les programmes pour les donneurs, je vous l'explique, mais il y a deux types. Il y a une laparoscopie qui peut se faire où une cicatrice plus large sera l'endroit par où on sortira le rein. Et pour les deux autres, ce seront de toutes petites cicatrices où on va entrer les caméras et les instruments de laparoscopie. C'est la plupart du temps ce qu'on fait. Bon, pour la plupart des gens, c'est la façon dont on travaille, mais si le rein est plus difficile à enlever, dans ces cas-là, on devra faire une incision plus grande. Il s'agit d'une néphrectomie ouverte, donc l'incision sera plus longue. On n'utilisera pas la laparoscopie, on ira à la main chercher le rein. Oui, moi je pense que l'expérience que j'ai eue, c'est assez intéressant. Ils ont fait la procédure laparoscopique, mais pour mon donneur, en fait, la dame qui me l'a donné, ils ont utilisé sa cicatrice de césarienne pour couper au même endroit pour aller chercher le rein. Alors, il y a des gens qui demandent quel est le temps de guérison suite à une intervention comme celle-là. Bon, pour le foie, quand il y a un don vivant du foie, c'est beaucoup plus demandant qu'un rein. La cicatrice est plus grande. Généralement, au niveau du foie, c'est 6 semaines ou à peu près de convalescence avant de pouvoir retourner au travail. J'imagine, mais comme je n'essaie pas d'y répondre précisément, dans le cas pardon, le 6 semaines était pour un don de rein, pour un don de foie, c'est plus long, j'imagine. Et une des dernières questions maintenant. Savoir au bilan pré-don. Est-ce qu'il y a des cas où on va décider qu'on ne prend pas un donneur? Non, comme Sean l'a dit, ne vous éliminez pas d'office. Parlez à l'équipe de greffe, l'équipe de donneurs, demandez-leur si vous êtes compatible ou si vous êtes en mesure de donner un rein. Par contre, s'il y a un problème médical, si vous avez du diabète, par exemple, prenez une médication quelconque
le fait de donner un rein pourrait affecter votre santé par la suite. Donc, on ne l'acceptera pas, mais les gens qui veulent donner un rein, s'ils n'ont pas de problèmes médicaux sérieux, pourront être acceptés. Donc, le plus important, c'est de discuter de votre historique médical avec l'équipe de greffe. Vous ne pouvez pas, eh bien, le faire de votre vivant, vous n'avez qu'à signer votre carte de don d'organes et vous pourrez donner vos reins lorsque vous serez décédé. Oui, merci, Dr. Minra. Et avant de terminer, j'ai un commentaire de l'auditoire. Alors, je vais demander à nos concurrents de voir s'ils, ou par nos participants, de nous dire s'ils ont un dernier commentaire à faire avant que nous terminions. Vous êtes tranquille maintenant. Oui, moi, j'aime bien parler, alors je vais continuer à vous faire un commentaire, mais comme le chief et Harley l'ont dit, ils ont été héroïques dans leur façon de faire. Ce sont des gens très braves et la bravoure. Ça leur en a pris pour présenter leur histoire et je suis en admiration devant leur bravoure et je suis honorée d'être dans ce webinaire avec eux. Et c'est un parcours difficile, mais la bravoure, l'honnêteté, ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure à ce sujet, ben, c'est super important. Et je pense, si vous êtes nouveau dans le processus, vous n'êtes pas patient depuis votre enfance, et il y a différents programmes. Et ces programmes peuvent répondre à vos questions, peuvent vous donner des réponses supplémentaires et peuvent vous aider à cheminer dans le processus et peut-être répondre à des questions que vous n'oseriez pas poser à d'autres personnes. Alors, allez vers ces mentors qui peuvent vous aider énormément. C'est une période difficile et ils peuvent vous aider grandement à passer au travers. Merci beaucoup à tout le monde. Et effectivement, merci pour votre bravoure, votre honnêteté. Alors, c'était vraiment très intéressant de vous avoir aujourd'hui à partager vos histoires. Et c'est bien d'avoir ce type de webinaire qui nous permet de partager avec des patients. Et donc, nous aimons bien les écouter. Les patients sont très heureux de répondre à toutes ces questions. Alors, merci de votre patience et de votre aide. En terminant, je veux dire que la Fondation du rein s'engage à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Nous vous invitons aussi à visiter la cuisine communautaire du Rhin pour obtenir des recettes, des informations, des outils pour vous aider à gérer votre régime rénal. Par l'intermédiaire de nos antennes régionales, nous offrons des conseils, un soutien pour de l'accès aux services des systèmes de santé, pour aider les personnes à accéder à d'autres soutiens dans leur communauté et nous les aidons à acquérir des compétences en matière de défense de leurs intérêts. Alors, je vous en prie, allez voir ces groupes. Merci
à tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Trouver un donneur de rein vivant. À la fin du webinaire, votre ordinateur s'ouvrira sur une nouvelle page vous demandant de répondre à notre enquête de satisfaction. Vous recevrez également un email de suivi contenant un lien vers le sondage si vous souhaitez y répondre ultérieurement. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires. Nous vous remercions donc de prendre un moment pour y répondre. Vous recevrez également un courriel de suivi dans les 3 à 5 jours suivants avec un lien pour visionner l'enregistrement à la demande. Au nom de la Fondation canadienne du rein, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Portez-vous bien, profitez de votre journée.